Aujourd'hui dans Affaires sensibles, plongé dans le monde merveilleux de l'agrochimie et de son armée de pesticides. Vous avez aimé l'épisode sur l'amiante et sa texture cancéreuse? Vous avez apprécié celui sur les herbicides et la substance active du Roundup de Monsanto? Vous avez frissonné devant le combat sans merci des néonicotinoïdes contre les méchantes abeilles pollinisatrices? Vous allez être fasciné par ce numéro inédit, les fongicides SDHI à l'assaut de la biodiversité. Dans un pays démocratique, blindé d'institutions et d'organismes de protection, un groupe de substances chimiques hautement nocives est tranquillement répandu dans nos champs et sur nos terrains de sport, les SDHI. Leur mission, éliminer les champignons et les moisissures de nos récoltes. Seulement voilà, si ce groupe de molécules les détruisent parfaitement, il s'attaque aussi à la voie respiratoire des cellules de vers de terre, d'abeilles et des êtres humains. Après le temps béni du glyphosate, voici donc venu celui des SDHI, du mystère qui entoure leur création et du silence qui enveloppe leur distribution. Nos invités aujourd'hui, le journaliste Fabrice Nicolino, cofondateur du mouvement Nous voulons des coquelicots et auteur d'une enquête choc sur les pesticides et les SDHI intitulée « Le crime est presque parfait », et Paul Benny, ingénieur de recherche en biologie cellulaire et biochimie à l'INSERM, co-découvreuse des SDHI. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une ce vendredi. Des chercheurs qui alertent sur les dangers de certains pesticides utilisés contre les champignons dans les champs et sur les terrains de sport. Ils parlent d'une bombe à retardement. Dans leurs travaux, ils démontrent leur toxicité pour l'homme. Il y a exactement 10 jours, le vendredi 8 novembre, le 13h de France 2 ouvrait son édition sur une information ahurissante. Un groupe de molécules fongicides dont personne ne soupçonnait l'existence circule sur le marché des produits dits phytosanitaires, les SDHI. À peine croyable. Alors que les histoires de glyphosate défraient encore la chronique et divisent la population, alors qu'on pensait en avoir terminé, sinon avec les pesticides, du moins avec les scandales qui les entourent, voilà qu'une nouvelle affaire surgit. Mais enfin, qu'est-ce que les agrochimistes n'ont pas compris dans la phrase suivante, pourtant simple? Pour qu'une agriculture devienne saine et responsable, nous avons besoin de produits phytosanitaires sains et responsables. On était en droit de penser que les distributeurs et autres fabricants de produits écocides consacraient désormais leur énergie et leur talent à fabriquer des molécules en totale harmonie avec la biodiversité et l'humain. Il était légitime d'imaginer que les portes de la décision resteraient fermées à tous les lobbies. Mais non, c'est même tout le contraire. Des scientifiques nous annoncent, preuve à l'appui, qu'un nouveau groupe de fongicides a été vendu, distribué et répandu sur 80% de nos terres agricoles, blé, vignes, fruits, légumes, enfin quasiment toute la chaîne alimentaire, ainsi que sur une grande majorité de nos terrains de sport. Mais oui, foot, golf et même le Stade de France. Les paysans eux-mêmes, qui achètent et répandent ces productions pour protéger leur culture, n'en soupçonnent pas la dangerosité, enfin pas toujours, ou ils préfèrent ne pas savoir. Et puis, à partir du moment où un produit est autorisé à la vente, c'est qu'il n'est pas mauvais pour l'environnement, n'est-ce pas? Allez! Dis donc, t'as pris de l'igrane pour désherber ton blé? Ouais, moi je traite avec Igrane. C'est le désherbant qui rapporte le plus. Ah? Contre les graminées et les dicotylédones, Igrane 50 rapporte plus. Ce sont des pesticides commercialisés par des géants de l'industrie chimique, comme Bayer, BASF ou Syngenta. Un traitement souvent indispensable, selon ce viticulteur. Là, c'est une association de matières actives. Moi, je l'utilise une fois par an, et encore pas tous les ans. Et le champignon, c'est grave pour la vie? Ah ben le champignon, oui, en gros, il mange le raisin. Des substances à manipuler avec précaution, et dont les risques à long terme posent désormais question. Contre les principales maladies du blé, de la montaison à l'épiaison, tous les programmes fongicides ont aujourd'hui une solution Planète. Planète, toute l'intelligence fongicide.
La population française y est exposée sans doute tous les jours par son assiette. Donc il y a vraiment lieu de se pencher sur cette question pour être sûr qu'on ne va pas dans le mur dans cette affaire. Mise en cause, l'Union des industriels rappelle pour sa part que jusqu'à présent, aucune menace pour la santé humaine n'a été confirmée par les autorités sanitaires. Il existe un fongicide qui change le blé en or. Peltar, un sachet soluble par hectare. Depuis 70 ans maintenant, les alchimistes de l'agrochimie proposent aux agriculteurs des produits toujours plus efficaces contre les parasites qui envahissent les champs. Des produits toujours plus résistants et toujours plus simples à utiliser. Grâce à eux, les rendements ont été croissants, certes. Mais parallèlement, les maladies, cancers et autres malformations génétiques se sont multipliées de manière exponentielle. Alors, au regard de ces 70 ans d'expérience, l'histoire des SDHI paraît impensable. Et pourtant, serait-il possible que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, notre bouclier contre les produits nocifs, ait autorisé la mise en circulation de ces molécules sans avoir effectué une batterie de tests scientifiques? Les SDHI sont distribués depuis 2013, mais c'est seulement en 2017 qu'on découvre leur existence, et, de surcroît, totalement par hasard. Fin octobre 2017, Pierre Rustin, directeur de recherche au CNRS, et sa collègue Paul Benny travaillent dans leur laboratoire de l'hôpital Robert Debré. Ces deux chercheurs sont devenus en l'espace de 30 ans les plus grands spécialistes de l'aspect génétique des maladies mitochondriales, des pathologies qui viennent de nos propres gènes et qui touchent au processus vital de ce qui nous constitue nos cellules. À l'occasion de travaux entamés en 1995, les deux scientifiques ont confirmé qu'une partie de ces maladies était liée à un problème sur une enzyme nommée la SDH. Si la SDH est bloquée, cela conduit fatalement chez l'enfant à des maladies neurologiques très graves ou chez l'adulte à des tumeurs et des cancers. Roundup de Monsanto, très proche de la nature. Un jour, Monsanto créa Roundup. Ce fut providentiel. Et l'on n'entendit plus parler de désherbage. Pour détruire les vivaces, Roundup, c'est l'idéal. Ça agit très vite et une semaine après, je peux préparer ma terre et semer. Et en plus, Roundup, ça ne laisse pas de résidus dans le sol. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Le mardi 24 octobre 2017, suite à des recherches sur des cellules malades, nos deux scientifiques entreprennent pour la revue francophone des laboratoires de lister toutes les maladies associées à ces dysfonctionnements. Et comme ils pensent toujours plus loin, ce qu'ils savent déjà, ils se posent une autre question. Y aurait-il dans notre environnement, et pas dans nos gènes, je dis bien dans l'environnement, des substances qui pourraient jouer le même rôle que ces mutations génétiques, à savoir inhiber la SDH, autrement dit, l'inactiver ou la bloquer? Ils n'en ont jamais entendu parler, ça leur paraît même presque incongru de se poser ce genre de questions, mais ce sont des scientifiques, ils ne prennent rien pour acquis, c'est le principe. Alors, ils se mettent devant leur ordinateur et tapent deux termes, inhibiteur et SDH. Ils cliquent sur OK, et là, stupéfaction. Les deux chercheurs se regardent, sidérés. L'impensable existe. Il s'affiche même en toutes lettres. SDHI, inhibiteur du SDH. Paul Benny et Pierre Rustin sont sous le choc. Ils doivent absolument demander l'interdiction de ce groupe de fongicides, tant qu'il est encore temps, par ce qu'on appelle le principe de précaution. Pierre Rustin décroche alors son téléphone et appelle le siège de l'ANSES. Il faut absolument faire des études. C'est assez difficile de prévoir quelles peuvent être les conséquences pathologiques de l'usage de ces fongicides. Autant pour l'homme, je n'ai pas idée du risque, mais autant pour la faune, compte tenu de ce qu'on entend récemment sur les populations de vers de terre, les oiseaux, les poissons, c'est sûr que ce sont des cibles. Ils ont une exposition directe à ces molécules qui inhibent aussi bien chez l'homme, chez le champignon, chez le ver de terre, donc probablement dans la plupart des espèces.
À ce stade de l'histoire, nos deux scientifiques sont inquiets, certes, mais confiants. Face au tsunami que soulève cette découverte, ils sont certains que l'agence de sécurité, l'ANSES, va réagir. Mais une question les taraude tout de même. Pourquoi aurait-elle autorisé la vente des SDHI sans avoir demandé à l'équipe de chercheurs de pratiquer des tests ? Et si eux-mêmes n'avaient pas eu cette curiosité et cette rigueur scientifique d'associer l'insociable, combien de temps les SDHI seraient-ils restés tranquillement lovés dans leur clandestinité ? Alors que Paul et Pierre attendent un signe, la seule chose qu'ils voient passer, c'est le temps. Deux chercheurs à la réputation irréprochable crient « Notre maison brûle » et les pompiers regardent dehors. Exaspérés, très soucieux, les scientifiques n'y tiennent plus. Le 15 avril 2018, 6 mois après leur premier coup de téléphone, ils décident de jouer avec les armes de l'adversaire. Au silence, ils vont opposer le tapage médiatique. Pierre Rustin et Paul Bény vont ainsi rassembler un collectif de 9 personnalités ultra solides sur le plan scientifique, cancérologues, médecins et toxicologues du CNRS, de l'INSERM et de l'INRA. Ensemble, ils décident d'adopter une démarche audacieuse, pour ne pas dire transgressive. Au lieu de publier un texte dans une revue scientifique, ils signent une tribune dans un quotidien de presse écrite, Libération. Au moment où se multiplient les communications alarmantes sur l'effondrement de la biodiversité en France et dans le monde, il nous apparaît urgent d'attirer l'attention sur les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement de l'usage d'une classe de pesticides, les SDHI. Les SDHI visent à bloquer une enzyme clé de la respiration des champignons. Or, les cellules de tous les êtres vivants respirent. Tous, depuis les micro-organismes, les champignons, les plantes, les animaux jusqu'aux hommes. Comment ne pas se sentir concerné par la présence des SDHI dans nos assiettes à travers la contamination des aliments ? Comment de tels pesticides ont-ils pu être mis sur le marché avec l'assurance de n'avoir aucun impact sur la santé humaine, mais aussi sur l'écosystème tout entier ? Sur la base de nos tout récents résultats, et pour ne pas reproduire les erreurs du passé, nous appelons à suspendre l'utilisation des SDHI. Avec cette tribune, les scientifiques signifient à l'ANSES leur mécontentement face au silence, tout en laissant une porte de sortie honorable. Si l'agence n'est pas partie prenante dans la distribution et la vente des SDHI, elle n'a aucun intérêt à se murer dans le silence, au contraire. Elle a tout à gagner à se questionner, tout intérêt à entendre le cri d'alarme des scientifiques. Sinon l'affaire va se déployer sur la place publique. Alors, l'agence réagit. Par voie de presse, à l'adresse du grand public et directement aux lanceurs d'alerte. Dans le même numéro de Libération, en effet, Gérard Lafargue, le directeur général de l'ANSES, en charge des questions scientifiques, s'exprime. Pour l'instant, l'évaluation des risques liés à l'usage de ces produits conclut à une absence de risque inacceptable. Nous n'avons pas, à ce stade, d'éléments pour les interdire ni les suspendre. Un mois plus tard, le 22 mai 2018, Agnès Lefranc, directrice de l'évaluation des produits réglementés par l'ANSES, écrit un mail à Pierre Rustin. Pour faire suite à vos échanges avec Gérard Lafargue, nous souhaitons vous convier à présenter les éléments scientifiques auprès du groupe d'expertise collective d'urgence constitué par l'Agence nationale de sécurité alimentaire. 9 mois après le premier appel des scientifiques, l'agence daigne les recevoir. L'affaire était devenue publique. Il fallait absolument éteindre la bougie avant qu'elle ne provoque un incendie. Le 14 juin 2018, notre bataillon de scientifiques arrive donc en rang serré dans les locaux de l'Agence de sécurité sanitaire à Maisons-Alfort. Armés de leurs preuves et de leur légitimité, ils ont hâte de démontrer le danger des SDHI. L'ANSES et son groupe d'experts les accueillent sans cérémonial particulier ni marque d'impatience. D'un côté, la recherche avec son lot de doutes permanents et ses données scientifiques, de l'autre, une bureaucratie bardée de certitudes. Un combat à armes illégales, où l'on suspecte en toile de fond les lobbies de l'agrochimie. Ce qui devait être une réunion d'experts en vue d'éviter une catastrophe sanitaire est devenu une guerre de conviction. Pierre Rustin a beau expliquer dans le détail ces 21 diapositives, les mots dubitatifs se multiplient. Ces tests sont trop complexes, trop chers. Ce qu'il faudrait, c'est que vous nous fournissiez un test épigénétique simple et bon marché. Ah bon? Des tests simples et bon marché, tout le monde sait que ça n'existe pas.
Non seulement les scientifiques ne sont pas écoutés, mais pire, ils sont malmenés et, pourrait-on dire, humiliés. Nous avons été reçus dans une grande salle, munis d'un micro sur chaque place, le groupe d'experts réunis par l'ANSES face à nous. La mise en scène était choisie. D'emblée, nous avons senti que ce groupe d'experts était très consanguin et qu'aucun d'entre eux n'avait une réelle expertise dans le fonctionnement de la mitochondrie. En face de nous, des visages fermés, des sourires entendus. Après le topo de Pierre, des questions de l'ANSES visaient à remettre en cause la pertinence de notre analyse et minimiser les risques. Le ton était péremptoire. Nous sommes intervenus pour souligner que les SDHI n'ont, à notre avis, pas été évalués correctement. Nous avons été quasiment raillés. Nous avons discuté l'absence de données brutes des firmes commercialisant les produits phyto, l'opacité dans laquelle les autorisations de mise sur le marché étaient délivrées, et lorsque nous argumentions, des regards et des sourires de connivence étaient échangés entre les experts, suggérant que nos propos n'étaient pas pris au sérieux. En plus d'être désagréable, c'est assez humiliant. Nous sommes sortis de cette entrevue rincés. J'ai senti qu'on était dans la position de ceux qui font du bruit et qui embêtent. Heureusement, nous étions plusieurs pour rebondir parce que ça épuise. Au final, c'était l'un des pires moments de ma vie scientifique. Oh oui, les scientifiques le sentent, ils n'obtiendront pas gain de cause. Ils viennent de prouver que les SDHI sont nocifs pour l'être humain. L'agence de sécurité leur demande de prouver qu'ils ne le sont pas. C'est le monde à l'envers. Et pendant ce temps, bien sûr, la prolifération des SDHI continue. L'un des membres de l'ANSES aurait même lâché « Ça empêche la respiration, d'accord, mais prouvez-nous que c'est cancérogène. » Pourtant, l'agence offre aux scientifiques un petit os à ronger. Nous réunirons nous-mêmes un comité de 4 experts avant la fin de l'année pour étudier les SDHI et nous ferons un rapport. Bien. Pierre Rustin demande à faire partie de ce groupe d'experts. Après tout, il a déjà bien dégrossi l'affaire, il peut être utile. Demande rejetée. Bon an, mal an. Plus d'un an après le tout premier coup de téléphone de Pierre Rustin en octobre 2017, l'agence diligente enfin 4 experts pour analyser les éléments fournis par les scientifiques. Une enseignante chercheuse en toxicologie, une biochimiste de l'INRA, un pharmacien militaire et un médecin du travail. Un casting qui paraît tout de même léger au regard de la gravité de l'alerte. Il faudra attendre encore 5 mois pour obtenir leur rapport. Le 15 janvier 2019, les scientifiques en prennent connaissance. Verdict, le rapport ne répond à aucune des questions soulevées par les scientifiques et surtout, il exonère les SDHI de toute responsabilité. Ce qui, dans la logorée de l'ANSES, est exprimé comme suit. En l'état actuel des choses, cette batterie classique de tests ne permet pas de mettre en évidence ou de suspecter des effets cancérogènes qui ne résulteraient pas d'une génotoxicité directe. La transposition des observations se heurte à des incertitudes. Il n'est donc pas possible de répondre de manière définitive à toutes les questions et hypothèses identifiées auprès des chercheurs lanceurs d'alerte. Bah oui, pour cause, tous les échantillons spécifiques ont été exclus du champ d'expertise. L'affaire semble donc réglée, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Roger Genet, directeur général de l'ANSES, est clair, pas question de retirer les SDHI du marché. On nous reproche d'un côté de ne pas avoir suffisamment pris en compte les études scientifiques et en même temps d'avoir pris du temps pour le faire. Oui, on a pris du temps pour le faire parce que cette hypothèse, qui aujourd'hui n'est avérée, n'est vérifiée par aucun élément scientifique, ils ne sont pas publiés dans la littérature scientifique, nécessitait qu'on approfondisse le sujet. On a lancé des signalements au niveau européen dans toutes les agences européennes, parce que c'est pas un produit, mais une famille de produits qui sont utilisés depuis 40 ans. Aujourd'hui, on a tout un ensemble d'éléments qui permet de dire que ces produits ne présentent pas d'inconvénients pour la santé dans les conditions d'utilisation. On n'a aucun signal épidémiologique qui viendrait avérer l'hypothèse de Pierre Rustin, mais c'est un signalement. Et ce n'est pas une alerte, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas retiré ces produits. Mais en tout état de cause, je pense que ça fait progresser le questionnement. Voilà, fermez le banc, l'agence renvoie la responsabilité sur l'Europe. 15 jours après l'apparition de ce rapport et les conclusions qui en découlent, les 9 lanceurs d'alerte se fendent d'une lettre polie mais outrée à l'ANSES. Pourquoi ne pas avoir étudié des échantillons spécifiques? Pourquoi ne pas avoir choisi des experts spécialisés dans les mitochondries? Résultat, 11 groupes de SDHI sont autorisés en France pour 152 produits. 80% des terres agricoles sont contaminées
Les terrains de sport sont pollués, la biodiversité est impactée et les cellules des êtres humains gravement touchées. Les scientifiques l'affirment, il faut faire vite, la catastrophe sanitaire est à nos portes. Nous regrettons que la connaissance du mode d'action des SDHI, de leur capacité à inhiber également l'enzyme humaine ainsi que celle d'autres organismes vivants, ne conduise pas à appliquer le principe de précaution en suspendant l'utilisation des SDHI ou en restreignant l'utilisation tant que l'absence d'impact de ces pesticides sur l'environnement et sur l'être humain n'a pas été établie, explique-t-il. Urgence sanitaire oblige, puisque l'ANSES ne bouge pas, il faut viser plus haut. Delphine Batteau, députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie, actuellement coprésidente du groupe d'études environnementales sur la santé nationale, s'empare du dossier. Et dans une énième question au gouvernement, datée celle-là du 8 novembre dernier, elle place le gouvernement face à ses responsabilités. L'article L253-7 du Code rural permet en effet à l'autorité administrative de suspendre les autorisations de mise sur le marché des SDHI dans l'attente des conclusions des travaux scientifiques complémentaires engagés par l'ANSES. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer si le gouvernement entend faire usage de ces dispositions pour suspendre les autorisations de mise sur le marché des SDHI en application du principe de précaution. Les taux se resserrent. Plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Plus aucune instance dirigeante ne peut se cacher derrière le jargon scientifique et dire « nous ne pouvions imaginer ». Et les lobbies pourront toujours continuer à donner des coups de boutoir. Les lanceurs d'alerte ont étayé leurs arguments scientifiques. Ils ont établi un faisceau de preuves inébranlables. Et ils veulent croire que l'histoire est en train de changer de direction. Comme pour épauler cet espoir, ce 8 novembre dernier, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise valide 2 arrêtés anti-pesticides. Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, et Philippe Laurent, maire de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, ont ouvert une faille. Dans la droite ligne de Daniel Cloef, sur sa commune de Langoué en Bretagne, ils avaient interdit d'autoriser l'épandage de pesticides dans leur commune, mettant en avant les risques sur la santé de leur population. Contrairement aux autres tribunaux saisis de ce type de dossier, la présidente a cette fois donné raison à Patrice Leclerc et à Philippe Laurent. L'audience en référé a validé les 2 arrêts au motif effectivement d'un danger grave pour les populations exposées. Pour le maire de Langouette, c'est une décision historique, une brèche qui s'ouvre pour toutes les communes engagées dans ce combat. Cela prouve que nos actions sont légitimes, ajoute-t-il. L'ordonnance du tribunal stipule qu'il ne saurait être sérieusement contesté que les produits dont l'utilisation est interdite par les arrêtés en litige constituent un danger grave pour les populations exposées. Alors, hasard du calendrier ou basculement historique? Aux autorités compétentes désormais de répondre. Tous les éléments de ce nouvel épisode inquiétant pour la biodiversité et pour notre santé sont désormais dans la main des autorités compétentes, comme on dit. Les 9 scientifiques lanceurs d'alerte sont parvenus au climax de leur action. Ils attendent l'épilogue, mais non sans inquiétude. Après le drame de l'amiante, après celui des néonicotinoïdes et dans les pas du glyphosate, les SDHI sont-ils en passe de devenir les protagonistes d'un nouveau scandale sanitaire sans que personne ne bouge? Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les SDHI avec 2 invités. Le journaliste Fabrice Nicolino, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Nantes, vous m'entendez bien apparemment. Parfait. Oui, je vous entends très bien. Vous êtes cofondateur du mouvement Nous voulons des coquelicots et auteur d'une enquête choc sur les pesticides et les SDHI intitulée « Le crime est presque parfait ». Puis à mes côtés, dans les studios de France Inter à Paris, approchez-vous du micro s'il vous plaît. Paul Bény, bonjour. Bonjour. Ingénieur de recherche en biologie cellulaire et biochimie à l'INSERM, vous êtes co-découvreuse des SDHI comme on l'a expliqué pendant le récit d'ailleurs. Ce sont des notions compliquées, il faut avoir bac plus 30 scientifique pour comprendre. Donc j'ai tenté de faire simple, d'expliquer ça simplement, comment vous avez trouvé cette molécule, ce SDHI. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, peut-être plus scientifiquement et tout aussi simplement, comment vous avez trouvé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, la réalité, c'est que ça existait déjà avant, ces SDHI. Nous les avons pas trouvés, oui. En fait. Nous les avons découverts découverts par hasard. Nous étions en train d'écrire un article, comme vous l'avez déjà évoqué, et nous sommes posé la question si dans l'environnement, donc, il y avait
quelque chose qui pouvait reproduire des polluants, des inhibiteurs qui pouvaient reproduire donc ce que l'on a avec des mutations chez l'homme et donc inhiber cette SDH que nous étudions depuis 20-30 ans et qu'on connaît très bien en fait chez les patients. Donc l'idée c'est de se donner les chances de trouver un produit qui existe et qui pourrait avoir les mêmes avantages que SDHI qui est dangereux. Est-ce que c'est ça ? En fait, au départ, c'était vraiment une question naïve. On cherchait des idées pour pas écrire la même chose que d'habitude dans les articles. Et ça a été une grande surprise de taper ces deux mots et de tomber sur des fongicides qui sont vendus par les grandes firmes très connues. Et on est tombé sur le cul, excusez-moi, mais vraiment, on n'y croyait vraiment pas. On en a discuté toute l'après-midi et pour nous, c'était impensable, en fait. Je crois que parmi les grandes découvertes scientifiques, d'ailleurs, un certain nombre sont dus au hasard. Hein. C'est une démarche aussi scientifique. Oui, alors c'est pas une grande découverte scientifique, mais c'est important c'est pas une grande découverte, c'est une découverte scientifique quand même. Oui, pour la nature et pour la santé humaine. Et oui, Fabrice Nicolino, vous faites porter la responsabilité partielle des maladies contemporaines, diabète, Alzheimer, cancer, Parkinson, allergie, autisme, obésité, j'en passe, sur les SDHI. Je dis bien responsabilité partielle, c'est quand même lourd. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez lu totalement mon livre. Si. Bon, ok, admettons. Mais mais disons qu'il y a des questionnements. Moi, je ne sais pas, et je ne vais pas m'avancer, et je ne me suis pas avancé sur ce terrain qui est un terrain difficile. Disons que les SDHI, de ce que j'ai compris du travail de Pierre Rustin et de Paul Béni, les SDHI peuvent avoir des effets très graves sur la santé des humains. Et on sait par les découvertes justement de Paul Béni et de Pierre Rustin que notamment les malades d'Alzheimer, vous vous rendez compte, les malades d'Alzheimer et certains malades de maladies neurologiques très assez rares mais terribles voient leurs cellules davantage atteintes par les SDHI que les cellules d'humains en bonne santé. Tout ça pour vous dire que le risque, il est absolument établi. Il n'y a pas vraiment de discussion scientifique là-dessus. Ce qu'on ne sait pas, ce que je ne sais pas, ce que Pierre Rustin et Paul Béni ne savent non plus, c'est est-ce que ça va provoquer une catastrophe dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Disons que c'est possible, que c'est même plausible, et ça suffit très largement à lancer cette alerte générale. Oui, vous affirmez que le risque est établi, c'est ça ? Oui, il est établi. C'est ce que je veux dire aussi. Oui. Je vais vous dire un petit truc tout simple. Dans cette histoire, je pense toujours, vraiment, pratiquement tous les matins, je vous assure que c'est vrai, je pense à l'histoire de Mediator. Vous savez que le procès est en cours, il va durer jusqu'au printemps. C'est un procès assez extraordinaire. Il y a quand même des centaines de personnes, au moins, et peut-être davantage, qui sont mortes d'avoir utilisé un médicament qui aurait dû être retiré très vite du marché. Pourquoi ? Parce qu'une étude de 1995, ça a été établi dans le premier mois du procès, une étude de 1995 qui disait l'essentiel a été ignorée, à mon sens, volontairement ignorée. Et le médicament a été prescrit jusqu'en 2009. Eh bien, vous voyez, il y a un parallèle qui me paraît assez évident avec les SDHI. Les SDHI, il y a une enquête très importante de 1976 qui montrait déjà des effets toxiques sur les mammifères, dont nous sommes, je vous le rappelle. Il y a une étude de 2012 dont Madame Bateau a parlé d'ailleurs dans une lettre à Roger Genet, une étude de 2012 qui a été ignorée, je dois le dire, à mon sens, volontairement aussi, au moment où on donnait des autorisations de mise sur le marché des SDHI. Et enfin, il y a cette étude de Paul Béni et de Pierre Rustin qui démontre quelque chose de voisin, qui confirme le danger des SDHI. Donc vous avez 3 études. Dans l'affaire du Mediator, il y avait celle de 95. Là, on dispose de 3 études concordantes et c'est le moment d'agir. Demain, ça sera trop tard. Je sais que Pierre Rustin dit souvent quelque chose que je crois profondément vrai. Chaque jour compte. Quand un scientifique, je vous redonne la parole immédiatement, Fabrice Nicolino, bien sûr, je vais me tourner vers Paul Béni. Quand un scientifique fait une découverte comme celle-là, c'est quoi le protocole ? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous faites cette découverte ? Alors, vous parlez de l'article. Oui. Alors, donc vous avez choisi la voie de presse, hein ? Donc nous, à partir du moment où on a commencé à voir qu'avec l'ANSES ça allait être compliqué, qu'il allait falloir apporter des éléments supplémentaires, donc je me suis mis à la paillasse. Et donc on a démontré que les SDHI n'attaquaient pas que la SDH du champignon, mais aussi celle de l'abeille, du ver de terre et de l'homme.
Et puis nous avons fait des alignements de séquences et montré que 22 espèces sur Terre ont une SDH parfaitement similaire et que donc, eh bien, ces SDHI vont attaquer, empêcher l'action de la SDH dans toutes ces espèces. Ensuite, nous avons... Vous avez contacté des collègues qui ont dit oui. Alors ça c'est pour... oui, ensuite... Pour la suite des travaux, oui. Nous avons regardé donc sur des cellules humaines, et regardé donc sur des cellules vivantes en culture, quelle était l'action de ces SDHI. Et donc nous avons fait des gammes de concentration et nous avons montré qu'à des très faibles doses, de l'ordre du micromolaire, c'est vraiment tout petit, eh bien les cellules de personnes qui vont parfaitement bien, eh bien, elles meurent en une dizaine de jours. Et si on regarde des cellules de patients, cette fois-ci, et qu'on leur met des SDHI de la même façon, donc des patients qui ont une ataxie de Friedreich, par exemple, ou alors des patients avec une maladie d'Alzheimer, par exemple, eh bien, les cellules meurent de base, dans un milieu approprié, mais cette mortalité est largement, mais très largement accélérée quand on leur met encore moins de SDHI, c'est encore une dose plus infime que celle sur des contrôles. Donc vous avez apporté les preuves, je dis bien les preuves, le mot est capital, les preuves, oui ou non? Oui, je crois que là c'est indiscutable que les SDHI sont toxiques pour les cellules humaines. Alors, dans un article du Point daté du 13 septembre dernier, le professeur Gérard Lafargue, directeur général du pôle sciences pour l'expertise à l'ANSES, répond que ce que vous écrivez, ce sont des élucubrations. Il affirme qu'il a eu connaissance dès fin 2017 de cette alerte et que non seulement l'agence a échangé avec Pierre Rustin, à qui il a été demandé de fournir au plus tôt les données scientifiques permettant d'étayer cette affirmation, et surtout que l'agence vous a longuement reçu, que vous avez longuement échangé. Donc l'ANSES dit non, les accusations qu'on porte contre nous sont injustes parce que on les a écoutés, on a dialogué avec eux. Qu'est-ce que vous répondez? Alors moi, je n'utiliserai pas les mêmes mots. Je dirais que nous savions que les relations allaient être tendues puisqu'on les a forcées avec cette tribune dans Libération. Nous pensions naïvement que nous allions pouvoir discuter science avec l'ANSES. Et nous avons, Pierre Rustin, ici présent, a exposé la grande variabilité des maladies mitochondriales, ce qu'on sait, ce que l'on ne sait pas, parce qu'il y a plein de choses que l'on ne connaît pas dans ces maladies, la variabilité des déficits, tantôt c'est le cœur, tantôt c'est le muscle, tantôt c'est le cerveau, l'évolution qui peut être très variable d'un individu à l'autre. Dans une même famille, on peut avoir, pour les mutations génétiques, des malades qui ont un développement de la maladie très précoce, et puis le frère va développer très tardivement la maladie. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas expliquer cette variabilité. Et à cet exposé, l'ANSES ne nous a posé aucune question, ce qui pour nous est absolument incroyable, parce que c'est des questions fondamentales et tout scientifique se les pose, en fait. C'est vraiment... c'était incroyable et il n'y a pas eu de dialogue, en fait. Elle nous a, à chaque fois, il y a nos questions à nous, l'ANSES nous a opposé des arguments qui sont réglementaires et jamais de la science, en fait. Fabrice Nicolino, je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement Nous voulons des coquelicots. J'imagine que vous avez suivi évidemment très près les travaux de nos deux scientifiques. Vous avez collaboré avec eux. Comment ça s'est passé? Bah écoutez, oui bien sûr, j'ai pris contact, je crois au mois de mars dernier avec Pierre Rustin et Paul Bény, donc j'ai parlé assez longuement avec eux, j'ai suivi de très près, on est bien entendu leurs travaux et l'évolution de leurs travaux, puisque ça a donné naissance à une étude parue il y a quelques jours dans la revue scientifique PLOS ONE, qui est aussi un gage de sérieux et d'authenticité. Mais ce que je voulais dire, si vous me le permettez, concernant l'ANSES, on est dans un cas de figure finalement classique, une opposition entre la science, la science qui cherche et qui trouve plus ou moins et qui se pose des questions, et puis la bureaucratie.
L'ANSES, hélas pour nous, c'est une bureaucratie d'État. Pourquoi l'ANSES a-t-elle défendu avec autant d'acharnement? Pourquoi est-ce qu'elle défend avec autant d'acharnement les SDHI? Bon, moi j'ai mon idée que j'ai exprimée dans mon livre, mais au-delà de ça, je crois vraiment que seule une commission d'enquête parlementaire pourrait nous permettre à la société française de comprendre ce qui s'est passé. Il n'est pas normal qu'une agence de sécurité sanitaire de la population passe à côté d'une alerte aussi sensationnelle que celle-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Monsieur Lasfargue, dont vous parliez à l'instant, eh bien Monsieur Lasfargue, moi j'ai essayé de le contacter. J'ai essayé de contacter tous les responsables de l'ANSES. J'ai envoyé un nombre incalculable de mails, j'ai téléphoné, j'ai trouvé la boîte aux lettres personnelle de Monsieur Lasfargue. Je lui ai demandé à ce qu'il me reçoive, ne serait-ce qu'une demi-heure, figurez-vous. Tout ça a duré des mois. Jamais, une seule fois, l'ANSES, aucun membre de l'ANSES n'a accepté de me recevoir. Et je vous le dis simplement, c'est une agence publique, je suis un journaliste professionnel, la moindre des choses, la moindre des corrections aurait été de me recevoir. Mais ces gens, dans leur morgue, car il faut parler de morgue bureaucratique, ont simplement totalement refusé de me recevoir. Ce qui fait que les informations dont ils disposaient peut-être, je ne les connais pas. Bien, et on essaiera de savoir pourquoi cette agence réagit comme ça dans 3 minutes. Fabrice Nicolino, j'imagine que cette chanson de Louis Chédid vous parle, comme un coquelicot. Ah oui, c'est magnifique. Ben oui. Et puis votre Permettez-moi d'ailleurs de dire, si vous me le permettez, un tout petit mot. Donc je suis le président de l'association Nous voulons des coquelicots. On approche d'1 million de soutiens, ce qui est colossal, à un appel pour la fin des pesticides en France. On peut d'ailleurs signer notre appel sur nousvoulonsdescoquelicots.org. Et c'est un mouvement très vivant et qui signifie aussi, figurez-vous, sans aucun doute, il y a des enquêtes d'opinion, celle de l'IFOP, je pense à celle de l'IFOP, qui montrent que presque 90% des Français veulent une sortie des pesticides à échéance rapprochée. C'est extraordinaire de penser ça, qu'on vit dans un pays où 9 Français sur 10 veulent quelque chose et ils ne l'obtiennent pas. C'est quand même sidérant. Est-ce que vous vous considérez comme un lanceur d'alerte ? Écoutez, je sais pas, je peux vous dire oui aussi bien que non, disons que j'estime, si vous voulez, moi je me suis beaucoup intéressé à des drames passés de près, hein, celui de l'amiante notamment, grâce à Annie Thébaumony et Henri Pézra, et j'en ai marre de compter les morts, vous voyez, j'en ai marre qu'on compte les morts, qu'on se lamente après coup, 10 ans, 15 ans, 20 ans après. L'amiante, c'est quand même 100 000 victimes en France, vous vous rendez compte, 100 000 victimes, des centaines de milliers de familles absolument désarticulées. Et dans l'histoire des SDHI, c'est ça qui me pousse en avant. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on compte les morts dans 15 ans, je veux qu'on les empêche. Ça n'est pas un mouvement qui se situe sur l'axe politique. Comme Nous voulons des coquelicots ne se situe pas sur l'axe politique. Il s'agit d'une attitude d'humain cohérent et conséquent en face d'un danger immense. Et dans ce sens, ce dont on est en train de parler concerne absolument tout le monde, quelles que soient ses convictions politiques, philosophiques. Absolument tout le monde, et quelle que soit la profession. Et je me permets de vous le dire, Fabrice Doual, que je ne vous connais pas, mais je vous le dis sincèrement, vous êtes aussi concerné que moi par cette histoire. Tout le monde doit l'être. Bien sûr. Alors, votre démarche n'est pas politique, mais peut-on soupçonner, je vais vous poser la question de façon très douce, peut-on soupçonner l'Agence nationale de sécurité et de l'alimentation de collusion avec les lobbies de l'agrochimie? Voilà. Écoutez, moi c'est ce que je défends dans mon livre sur la base d'informations. Je ne sais pas des supputations. Il y a beaucoup de faits, il y a des interrogations, mais c'est une histoire compliquée. Je vous mentirais en disant qu'elle est simple, elle est paradoxale. Au début de cette histoire, disons à la sortie de la guerre, il y a eu une unanimité nationale en faveur des pesticides. Et j'aurais participé à cette unanimité à l'époque. Bien sûr, il fallait nourrir la France qui sortait d'une guerre terrible. Les pesticides sont apparus comme un miracle pour l'agronomie, et tout ça a duré une petite vingtaine d'années, jusqu'au livre fracassant de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui a remis les pendules à l'heure et qui a dit au monde entier que les pesticides, au premier rang desquels le DDT, étaient des poisons terrifiants. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire depuis 1962, les lobbies agrochimiques, l'agrochimie, c'est-à-dire Bayer, Monsanto, BASF, Syngenta, qui n'était pas né à l'époque d'ailleurs, eh bien, ces groupes de l'agrochimie se sont lancés dans une toute autre démarche qui est basée sur la désinformation et la manipulation de l'information. Alors, l'ANSES, elle est l'héritier de ce lobby des années 46-50, qui était un lobby de bonne foi. Ces gens étaient de bonne foi. Le problème, c'est que depuis une quarantaine d'années,
ils ont versé dans une défense tous azimuts d'un système dont chaque année précise la dangerosité. Et j'accuse personnellement sans détour l'ANSES d'avoir partie liée, en effet, avec le lobby des pesticides. C'était pour de bonnes raisons il y a 70 ans, c'est maintenant pour d'exécrables raisons. Et j'en profite pour vous dire que j'ai envoyé ce matin même une lettre avec accusé de réception avec un monsieur Roger Genet, le directeur général de l'ANSES. Je lui propose un rendez-vous, et ça n'est pas un guet-apens. Peut-être que la radio publique et Radio France acceptera d'abriter un face-à-face entre monsieur Genet et moi-même. Je suis tout à fait prêt à y aller, et ça sera courtois, soyez-en certains. Parce qu'il s'agit de discuter de faits. L'agence ANSES, bureaucratie d'État, s'abrite derrière des règlements, derrière de la paperasse, quand les faits sont absolument accablants. Alors que monsieur Roger Genet vienne discuter avec moi dans une radio publique, j'en serai content et je pense que ce sera un bienfait pour toute la société. Monsieur Genet, qu'on a entendu d'ailleurs dans le récit, vous savez, je ne suis pas certain que on ne sorte pas qu'avec de la cacophonie des débats qui sont où chacun a tellement de mal à écouter l'autre et à sortir de ses positions. Bon. C'est possible. Bon, oui, c'est possible, mais en tout cas, il faut en sortir. Et le débat et la démocratie, à laquelle je crois profondément, doivent nous aider à sortir d'une situation qui est affreuse. Il faut sortir de cette situation. Peut-être que ce que vous préconisez, si je vous ai bien entendu, une enquête parlementaire, par exemple, sur les SDHI, est une bonne façon de faire bouger les choses. Absolument. C'est démocratique. La représentation nationale s'empare de cette affaire, montre de quoi il s'agit. Par exemple, il y a une enquête sénatoriale sur la pollution de l'air qui a donné des résultats absolument extraordinaires, qui a permis de comprendre la complexité du problème. Eh bien, si on fait une enquête demain, une enquête parlementaire, et je le souhaite de tout mon cœur, sur les SDHI, on comprendra sans doute pour quelles raisons des produits aussi dangereux sont sur le marché au moment où je vous parle. Paul Benny, vous, la scientifique, de quel sentiment êtes-vous animé quand vous travaillez sur des territoires, comme celui-là? C'est un territoire important, puisque c'est aussi ce qu'on mange, ce qu'on respire. Qu'est-ce qui vous anime? Moi, je suis scientifique, mais je suis citoyenne, donc évidemment, je défends à la fois la science qui est là avec ses résultats qui sont indiscutables, et puis la nature, les insectes, les abeilles, la beauté de ce monde. Oui. Donc évidemment, c'est plus scientifiquement, c'est pas extrêmement passionnant, mais humainement, cette histoire, évidemment, on l'amène et on va continuer. En conscience, c'est science et conscience finalement, voilà. Puisque l'un va pas sans l'autre, dit-on. Fabrice Nicolino, une dernière question. Le 8 novembre dernier, c'est vraiment tout récent, on l'a dit, le jour même de l'annonce de ce scandale au grand public, 2 maires d'Île-de-France qui avaient pris des arrêtés anti-pesticides dont eu gain de cause. Alors vous parliez d'enquête parlementaire, ça va aussi passer par la justice. Est-ce que vous sentez des avancées vers peut-être un autre paradigme? Il se passe quelque chose, ça c'est sûr, il se passe quelque chose. Daniel Coeuf de Langouette, dont vous avez parlé, a montré la voie, très courageuse, de prendre un arrêté pour protéger sa population. Mais là, dans le cas dont vous parlez, il s'agit de 2 maires de la banlieue parisienne, c'est-à-dire on est a priori très loin des champs agricoles, très loin des épandages de pesticides, mais justement, c'est extraordinaire parce que l'air de ces villes, c'est ça qu'il faut comprendre, dire et comprendre. L'air des villes, de toutes les villes, est farci de molécules pesticides. Vous savez, il y a 20 ans, j'avais vu des enquêtes de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui montraient que l'air de villes comme Lille, Paris, Rennes, Lyon était rempli de molécules de pesticides, et quand il pleuvait dans ces villes-là, le moindre passant recevait certaines de ces molécules sur sa tête. Et donc c'est rassurant. Bien, oui. Ah ben non, c'est pas rassurant du tout, mais ce sont des faits. Mais je le dis, je le dénonce. Et concluons parce que c'est vraiment la fin de l'émission. Oui. Allez-y. Que l'INRA refasse ses études aujourd'hui, et je vous l'assure, on aura de mauvaises surprises. Suite au prochain épisode. Merci infiniment Fabrice Nicolino ainsi que Paul Benny pour tous vos éclairages. Merci, au revoir.